bonsoir et rebonsoir à tous. Bienvenue à ce webinaire de présentation d'aide à la candidature des masters spécialisés, donc MS, MSc de Kedge Business School. Je me présente, donc je m'appelle Mathieu Moulas, je suis conseiller en formation auprès des programmes spécialisés de Kedge Marseille et je suis accompagné ce soir de Ludivine Robin qui est étudiante en MSc Marketing, qui travaille avec moi tout au long de l'année, avec qui vous avez peut-être déjà pu échanger et qui va répondre à toutes vos questions pendant le direct. Donc, vous avez un petit tableau de bord à droite qui vous permettra de nous poser toutes les questions. Donc, n'hésitez surtout pas à interagir avec nous. Alors, qu'allons-nous voir ce soir? Donc, la présentation va s'articuler autour de 4 points. Tout d'abord, une présentation rapide de Kedge et des différents programmes spécialisés que nous avons. Passerons ensuite à la présentation du site de candidature et des différentes étapes. Donc, tout simplement, je vais vous dérouler le site de candidature pour vous faire des petites précisions sur un certain point. Vous allez voir, il est assez intuitif, même s'il y a des choses qui demandent certaines explications. Dans ce processus de candidature, il va y avoir 4 questions de motivation. Donc, je prendrai le temps d'essayer de vous expliquer qu'est-ce que nous attendons, enfin, qu'est-ce que surtout les responsables de programme et le service admission qui vont analyser votre dossier attendent dans ces réponses. Et puis, on prendra un temps pour répondre à toutes les questions-réponses restantes. Donc, voilà un petit peu comment va s'articuler la conférence. Tout d'abord, quelques chiffres globaux de Kedge. Pour vous montrer un petit peu son positionnement aujourd'hui en France et dans le monde. C'est une école qui se veut internationale et en atteste en fait peut-être le plus important dans cette slide, c'est pas les chiffres sont importants, mais c'est ce que vous avez en bas à gauche, la triple accréditation. 1% des business schools aujourd'hui dans le monde ont cette triple accréditation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une reconnaissance déjà en France, mais à l'international, on est sur les référentiels américains et européens. Donc, ça veut dire que grâce à ceci, les entreprises internationales, les universités internationales reconnaîtront la valeur de votre diplôme. Voilà un petit peu pour la présentation. Donc, je ne vais pas faire les chiffres un par un. On n'est pas là pour ça ce soir, mais ça vous donne ce qu'on appelle la big picture, une vision globale de ce que représente Kedge aujourd'hui. Concernant les MS, MSc, en fait, donc vous avez une liste. Aujourd'hui, ce soir, on va se concentrer sur les programmes en bleu et en violet. Donc, ce sont ceux qui sont enseignés sur le campus de Marseille. Avec quelques petites subtilités concernant notamment le Corporate and Sustainable Finance, où il y a une spécialisation qui peut être faite sur le campus de Paris, et l'International Business et le Marketing and Brand Management, où il est possible de le faire soit sur Marseille, soit sur Bordeaux. Concernant le Digital Marketing and Sales, le Master spécialisé Innovation Santé, le sport et International Trade and Logistics, ce sera sur le campus de Marseille. Pour tous les autres programmes, vous allez avoir un webinaire spécifique animé par mon homologue à Bordeaux, Claire Lamoureux, et ce webinaire aura lieu le 3 décembre à 18 h. Donc, si jamais vous étiez intéressé par ces programmes-là, n'hésitez pas à aller sur le site internet dans la partie agenda. Vous allez pouvoir vous inscrire comme vous l'avez fait pour le webinaire de ce soir. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Tout d'abord, la présentation du site de candidature. Donc, l'URL, c'est join.kedge.edu. Vous allez pouvoir retrouver ce lien partout un petit peu sur notre site internet, sur la page des programmes, etc. Donc, c'est ce site-là. Donc, quand vous allez arriver sur cette page-là. Tout d'abord, nous sommes dans les MS, MSc sont des programmes qui sont considérés comme formation initiale. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des programmes pour des étudiants. Peut-être que certains d'entre vous sont professionnels, mais sont intéressés par un des programmes de la liste. Même si vous avez de l'expérience professionnelle, il va falloir passer par la partie « Je suis un étudiant ». Parce que si vous allez dans la partie professionnelle, en fait, vous allez trouver toutes les formations, ce qu'on appelle l'executive education, donc tout ce qui est formation pour professionnels et pas formation pour étudiants. Donc, si vous êtes étudiant, c'est assez intuitif. Si vous êtes professionnel, mais que vous êtes intéressé par un des programmes que j'ai cités sur la slide précédente, il faudra quand même rentrer par « Je suis un étudiant ». Donc, ensuite, comme je disais, rentrer par cette partie-là.
Ensuite, vous allez avoir deux types de séparation. Soit les programmes sont enseignés en français, soit les programmes sont enseignés en anglais. Donc, ce ne sera pas la même entrée sur le site. Par exemple, si vous souhaitez un programme en anglais et que vous allez dans la partie en française, vous n'allez pas le trouver dans la liste déroulante. Et inversement, si c'est un programme français que vous cherchez dans la liste en anglais. Donc, pour ça, il faut bien avoir conscience de la langue d'enseignement de son programme. Donc, si vous êtes sur un programme en français aujourd'hui, il y a trois possibilités. Soit vous êtes sur le programme Master spécialisé Innovation Santé, soit sur le programme International Trade and Logistics en alternance et sur le programme Marketing pour les gens qui veulent faire la spécialisation Brand Management en français. Pour tous les autres, donc qui sont enseignés en anglais sur le LV2, donc International Business, Corporate and Sustainable Finance, Marketing and Brand Management, International Sport Event Management, Digital Marketing and Sales et International Trade and Logistics en full-time, pardon, il va falloir que vous rentriez par le programme en anglais. Ludivine, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Pour le moment, non, il n'y a pas de questions. Ça marche. Alors, je continue à dérouler la présentation. N'hésitez vraiment pas à poser des questions dès que vous en avez une. Soit on vous répondra en direct, soit je la prendrai si elle concerne tout le monde. Alors, on avance. Alors, une fois que vous avez choisi ceci, alors moi, vous avez vu, je suis rentré par la partie en haut à droite, Full English Programme. Donc, vous avez deux possibilités. Soit c'est la première fois que vous venez sur Join, il faudra partir sur la partie Create an Account, donc ou créer un compte si vous êtes sur la page en français. Si vous avez déjà un compte, en fait, vous aurez un identifiant et un mot de passe et vous pourrez vous connecter directement via ceci. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire votre candidature en une seule fois. Vous pouvez la commencer, rentrer des informations, voir un petit peu quelles sont les questions, qu'est-ce qu'on demande, et ensuite quitter, revenir. Vous recevez un document, du coup vous vous reconnectez pour le télécharger. Voilà, donc vous pouvez faire votre candidature en plusieurs fois. La première fois que vous allez rentrer sur le site, il faudra passer par la partie de gauche. Donc, dans créer un compte, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, ça va être tout simplement vos informations liées à personnellement, donc nom, prénom, Mathieu Moulas, 271089 à Auch. Donc voilà, ça c'est les informations me concernant sur mon compte. On va vous demander quelles sont vos formations. Voilà, quel est l'intitulé exact du diplôme, votre domaine d'études, votre niveau actuel. Donc c'est si vous êtes en train de faire un bac plus 3, vous mettez bac plus 3. Si vous êtes en train de faire un bac plus 4, vous mettez bac plus 4. Si vous n'êtes pas en cours d'études et que vous avez validé un diplôme, vous mettez le niveau de votre diplôme validé. Donc les établissements, après voilà les informations par rapport à ça. Si vous avez plusieurs diplômes, vous pouvez ouvrir en dessous la partie dernière formation validée pour mettre ce diplôme-là et rajouter des formations. Vous avez également une partie où on va vous demander quelle langue parlez-vous. Donc je crois que c'est par défaut langue maternelle français, puis après vous avez en langue 1 anglais et votre niveau à peu près, sachant que l'anglais on y reviendra par rapport aux tests de TOEIC, TOEFL, etc., suivant si vous êtes en Master 1, en Master 2 ou autre. Donc je vois que vous êtes encore nombreux à nous rejoindre. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver en cours. Alors, on continue à avancer sur ce site de candidature, donc l'anglais, comme je vous disais, enfin les langues, pardon, français, anglais, puis vous pourrez ajouter une langue, espagnol, italien, allemand, enfin ce que vous voulez. Donc là, une fois que vous avez rempli tous les champs, donc les champs avec une astérisque, ça veut dire que vous êtes obligé de les remplir de manière assez intuitive. Une fois que vous êtes passé à la partie information personnelle, comme vous le voyez ici, qui est... alors, attendez, est-ce que vous voyez toujours? OK. Parce que j'ai perdu mon retour, excusez-moi. Hop là. Vous voyez toujours, on va continuer comme ça. Sur la partie information personnelle, donc ça c'est rempli ce qu'on a fait. Vous avez la partie formation et langue, on vient de le faire. Et donc vous arrivez sur la partie expérience professionnelle. Sur la partie expérience professionnelle, en fait, vous allez avoir une première question qui va être liée à l'expérience professionnelle en poste, CDI ou CDD. Alors, soit vous êtes un professionnel et vous avez déjà une expérience significative, donc comme vous pouvez le voir dans le menu déroulant, ceci se compte en années. Si vous êtes un étudiant et qu'effectivement vous avez fait en termes de CDD par exemple que du job étudiant, vous avez le droit de mettre 0, vous mettez du 0 en durée et vous expliquez un petit peu quel poste ça peut être, vous avez fait en job étudiant. Ça peut être une valeur ajoutée
par rapport à la suite des événements, notamment par rapport aux expériences professionnelles. Vous allez voir que je vous incite à parler vraiment et à mettre en valeur toutes vos expériences, même si vous êtes un étudiant aujourd'hui et que vous avez eu juste, on va dire, des jobs d'étudiant. Et donc, en fait, par rapport à ça, sur les stages, alors mon retour est revenu, c'est magnifique. Vous allez avoir du coup les questions. Donc, si je reviens, donc ça c'est la première. Vous avez vu en dessous des carrés. Avez-vous une deuxième expérience professionnelle? Oui, non. Avez-vous une expérience professionnelle en stage et en alternance? Donc, par défaut, c'est sur non. Et si vous cliquez sur oui, ben, vous allez avoir les mêmes carrés qui apparaissent. Donc là, vous allez pouvoir expliquer la durée en mois. Donc là, sur ça, donc la durée en mois et remplir les informations, donc type nom d'entreprise, fonction, ville, etc. Et vous pouvez rentrer jusqu'à 2 stages. Pourquoi 2? Parce qu'en fait, on vous demande quand même si vous en avez plusieurs, on vous demande de nous faire part de vos expériences les plus significatives, celles qui ont le plus d'intérêt par rapport à votre formation. Donc voilà par rapport à ça, mais on reviendra par rapport aux questions de motivation derrière sur comment mettre en valeur justement vos expériences professionnelles. Ensuite, donc là en fait vous venez de terminer toute la partie information personnelle. Donc en fait, si quand vous allez revenir sur la plateforme après avoir rempli ça, vous allez directement arriver sur ceci. Donc là, c'est la partie Edit My Profile qu'on vient de remplir. Et donc vous arrivez sur la partie où vous allez pouvoir choisir un programme. Alors moi, je suis sur mon compte personnel, enfin professionnel pour le coup. Vous avez vu, j'ai plusieurs candidatures complétées ou non. Et ce qui est important à savoir quand vous souhaitez postuler sur un Master of Science, c'est qu'on va prendre en compte la première candidature que vous allez faire. Ça, c'est assez important parce qu'il y a des gens chaque année qui se retrouvent, qui font 2 dossiers de candidature, qui payent 2 fois les frais de candidature. J'ai envie de dire un petit peu pour rien parce que s'ils sont acceptés par rapport au deuxième programme, le deuxième dossier n'est pas traité vu que vous êtes admis au premier programme. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une candidature à la fois. Le fait de ne pas être admis à un programme n'est pas préjudiciable si vous candidatez à un autre. Tous les parcours peuvent se justifier. Il y a des formations qui peuvent être proches par rapport à votre projet professionnel. Donc voilà, essayez de bien réfléchir à trouver la formation qui vous intéresse et que ce soit votre premier dossier. Et après, mettez-vous 1 ou 2 programmes en backup si vous le souhaitez. Mais voilà, ne finissez pas de 2 candidatures, ça vous fait perdre 120 € qui sont les frais de candidature pour rien. Donc là, par exemple, dans cette partie-là, dans ce profil-là, ma première candidature est pour le programme International Trade and Logistics à Marseille, en français pour l'alternance, mais j'ai également commencé un dossier pour International Business à Bordeaux, Digital Marketing and Sales à Marseille, puis d'autres derrière. Donc voilà, ça c'est comme ça que se présente sur un menu déroulant. Et donc ensuite, vous avez le bouton, comme vous le voyez en bas, Add an application ou ajouter une candidature si vous êtes sur le site en français. Donc là, je suis sur la partie en anglais. Donc ça, c'était si vous avez déjà des candidatures. Je reviens à ce slide-là, en fait. Quand vous êtes là, si vous faites Add an application, vous allez tomber sur cette partie-là. Alors là, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez commencer par choisir le programme. Donc là, je suis sur le site en anglais. Donc, comme vous voyez, par exemple, il n'y a pas le programme Innovation Santé, vu qu'il est uniquement enseigné en français. Donc, vous avez que les programmes qui sont enseignés en anglais sur le Master 2. Donc là, vous avez tous les MSC, plus d'autres programmes qu'il est possible de faire. Donc, vous choisissez le programme qui vous intéresse. Et donc, là, on va s'arrêter sur le Marketing and Brand Management, par exemple. Donc, on va vous demander, l'année d'entrée, ce sera par définition celle de septembre. Donc, pour ceux qui le savaient, je pense que tout le monde le sait, mais pour ceux qui ne savent pas, la prochaine rentrée, il n'y a pas de rentrée décalée en janvier ou en février. La prochaine rentrée sera en septembre 2019. Petite précision, les candidatures sont ouvertes. Alors, je sais que culturellement, pour un public français, ça peut poser des... Enfin, c'est pas dans la culture de postuler si tôt à un programme. Sachez qu'également, c'est le même site de candidature pour vos collègues étudiants internationaux qui souhaitent venir dans nos formations. Et pour eux, en fait, il y a des démarches parfois très, très longues qui prennent des semaines, des mois de demande de visa après leur admission. C'est pour ça qu'eux, ils ont besoin de postuler rapidement dans des écoles.
Donc, vu que le site de candidature est ouvert pour eux, il est ouvert pour tout le monde et vous pouvez, bien entendu, postuler d'ores et déjà si vous avez votre projet qui est clairement défini. Donc, voilà, vous pouvez d'ores et déjà déposer et commencer un dossier de candidature pour les programmes. Donc là, année scolaire dans rentrée 2019-2020. Et donc là, par exemple, j'ai choisi, on dit que j'ai un bac plus 4 ou un bac plus 5, et donc je suis éligible au programme en une année. Si j'avais eu qu'un bac plus 3, j'aurais dû cocher la partie long track MSc en 2 ans. Donc voilà, où on vous demanderait après les informations pour le Master 1. Mais en tout cas, pour le Master 2, on est en marketing. En marketing, il y a plusieurs options. Donc c'est là où on vous demande de choisir l'option. Ce sera pareil pour le Corporate and Sustainable Finance et ce sera pareil pour l'International Business. Alors, par rapport à ces options, donc là, pour l'exemple et la conférence, j'ai choisi la spécialisation e-sport sur le campus de Marseille et qui est un format en full-time. Par rapport aux spécialisations, celles que vous rentrez là sont censées être celles que vous suivrez, donc c'est-à-dire un an après, dans un an ou dans 2 ans si vous rentrez en Master 1, dans vos cours. Vous avez le droit de changer. Mais ce sera une demande au cas par cas s'il y a une modification un petit peu de projet professionnel. Ça arrive chaque année, on n'est pas complètement fermé, mais sachez que normalement, c'est la spécialisation pour laquelle vous vous engagez que vous allez renseigner dans cette partie-là du processus de candidature. Ludivine, est-ce qu'il y a des questions? Alors, des questions, oui, on en a. Ouais. C'est des questions, on va dire, plus perso. Plus personnel pour l'instant. Oui. Ok, donc je vois que tout le monde a eu des réponses pour l'instant, donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On va enchaîner sur la partie, sur la suite, donc là où je pense qu'il va y avoir pour le coup plus de questions. Donc là, une fois que vous avez choisi le programme, l'année, le campus, le rythme, etc., vous allez arriver sur en fait un petit peu le cœur du dossier. Ces 4 questions. Alors déjà, première question, c'est êtes-vous un étudiant de Cage? Oui, non. Donc, je ne sais pas s'il y a des étudiants de Cage Bachelor, de l'IBBA, de BP ou autre. Donc voilà, ça vous est destiné. Les autres, vous mettez non. Donc moi, je considère que non. Donc voilà. Donc ces 4 questions. Pourquoi postulez-vous à ce programme? Quel est votre projet professionnel? Avez-vous des expériences en lien avec ce programme-là? Et sur le plan personnel, qu'est-ce que vous attendez du programme? Il n'y a pas de... En termes de... Je vais déjà répondre à la première question qui revient très très souvent. Combien doit-on écrire? Est-ce qu'il faut écrire beaucoup, pas beaucoup, etc. Il n'y a pas de requis d'écriture. Vous mettez ce qui vous semble pertinent pour donner du poids à votre candidature. Donc, si c'est 3 lignes et que c'est 3 lignes très impactantes et qui font vraiment la différence, ces 3 lignes, si vous avez besoin d'écrire 3 paragraphes, ben vous écrivez 3 paragraphes. Et on ne note pas sur la longueur, on note sur la qualité de ce que vous mettez dans vos réponses. Par rapport à ça, donc, ce sera un petit peu le cœur de la suite de la présentation après vous avoir déroulé le site de candidature. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant, comme ça me permettra un petit peu d'orienter mes réponses par rapport aux conseils que j'aurai à vous donner pour répondre à ces 4 types de questions. Alors, j'ai une question de Juliette qui demande pour les programmes dispensés en anglais, est-ce qu'il faut rédiger les réponses en anglais? Très très bonne question, Juliette, effectivement. Quand vous postulez sur un programme en anglais, tout ce qui doit être dans le processus de candidature doit être écrit en anglais. Quand c'est en français, vous pouvez écrire en français. Quand vous êtes sur de l'anglais, par exemple, on en viendra par rapport à la question sur les documents. Si, par exemple, vous avez une lettre de recommandation, un relevé de notes, c'est pas forcé qu'il soit en anglais. On prendra la langue écrite, la langue de la personne qui vous a recommandé, par exemple. Mais tout ce qui doit venir de vous, tous les documents qui viennent de vous, donc c'est-à-dire vos réponses aux questions, le CV, donc c'est ce qui vient de vous, doit être en anglais, effectivement, quand vous postulez sur un programme en anglais. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Clémentine qui demande si une année de césure est possible entre les 2 années de MSc. Alors, oui, c'est possible de faire une année de césure entre les 2 MSc, mais ça se construit au cas par cas avec les conseillères pédagogiques.
Donc c'est tout à fait possible, sachant que voilà, faut savoir quel est le but de cette année de césure. Mais oui, on ne vous retient pas de force dans le programme. Si vous souhaitez vivre une année en stage, vous impliquer dans des ONG, dans des assos caritatives, etc., bien entendu, c'est possible. Après, voilà, à voir quel est le projet derrière. Si c'est pour prendre une année sabbatique, ce n'est pas forcément pertinent. Donc, c'est pour ça qu'on vous accompagne si vous souhaitez faire une année de césure. D'autres questions? Donc, oui, je vois après, ça sera plus par rapport aux documents sur le TOEFL, notamment. Donc, voilà pour les questions. Je vous dis, ça va être la deuxième grosse partie de la présentation. Donc, ensuite, comme vous l'avez vu, là, on vient de remplir les motivations, les documents demandés. Alors, là, on va vous demander un CV. Donc, si c'est un programme en anglais, vous nous envoyez votre CV en anglais. Si c'est un programme en français, vous nous envoyez votre CV en français. Vous devez également nous fournir une copie de pièce d'identité, donc recto verso, non, carte d'identité ou passeport, excusez-moi. Add your highest degree certification, en fait, c'est votre dernier diplôme. Donc, si vous êtes, par exemple, en bac plus 3, que votre dernier diplôme, c'est le bac, mais vous mettez le bac. C'est le dernier diplôme que vous avez. Et ce qui va faire foi, c'est le certificat de scolarité et le relevé de notes par rapport à vos études. Donc, en fait, ce qui va nous montrer que vous êtes en bac plus 3, c'est l'attestation de certificat de scolarité, montrant que vous êtes en train de valider un bac plus 3 et vous nous fournirez votre diplôme plus tard, quand vous l'aurez, même si l'année scolaire chez nous, en septembre 2019, aura déjà commencé. Donc, voilà pour ça. Donc, pour Highest Degree Certification, c'est soit votre relevé de notes de l'année précédente, soit votre dernier diplôme. Add a certificate of achievement or transcript of your current studies, c'est soit le relevé de notes, soit l'attestation de scolarité. Et ensuite, il y a le score de langue. Alors, le score de langue, là, il est obligatoire, vous voyez, parce que j'ai mis que je postulais directement pour un Master 2. C'est le cas pour tous les Master 2 en anglais. On vous demande un score de langue. Sur les Masters, ça varie entre 750 et 780 au TOEIC. Pour le Master 1, en fait, le score de langue n'est pas obligatoire. Cependant, étant donné que le Master 1 sera 100% en anglais pour les étudiants qui font un MSc, et même pour les étudiants qui feront l'International Trade en alternance, étant donné qu'on est dans un contexte international, la directrice du programme vous a basculé sur le M1 100% en anglais parce que l'anglais, quand vous êtes dans ce type de programme-là, c'est obligatoire, c'est une compétence obligatoire au même titre que la connaissance académique pour pouvoir travailler et être inséré dans le monde professionnel. Donc, même si votre Master 2 est en moitié français, moitié anglais, vous aurez votre Master 1 en anglais. Mais si vous postulez sur M1, c'est une année de préparation. Vous n'êtes pas obligé de fournir un score de langue dans la candidature. Pour le master spécialisé innovation santé, c'est un master spécialisé, donc vous n'avez pas à fournir de score de langue pour déposer votre dossier. Je pense qu'il va y avoir quelques questions là maintenant. Donc Céline demande si un score à l'IELTS est accepté. Oui, donc on parle de TOEIC parce que c'est le test le plus courant, on va dire. Et si vous avez un score de TOEFL, si vous avez un score d'IELTS, bien entendu, c'est accepté. Et Juliette qui demande, fournir un TOEIC peut-il quand même avantager une candidature en Master 1 ? Si vous avez un bon score, oui, bien entendu. Si vous avez un score de TOEIC supérieur à 750 ou 780 dès le Master 1, n'hésitez pas à le mettre. Mais si par exemple, vous avez passé votre TOEIC, vous êtes en bac plus 3, vous avez passé votre TOEIC à la rentrée, vous avez eu 730 ou 720, vous allez progresser durant le Master 1. Donc, ce n'est pas un frein de ne pas avoir eu déjà 750 ou 780. C'est sûr que si vous partez à 400, je ne vous cache pas que ça va être très, très compliqué de suivre l'année de Master 1. Mais si vous êtes aux alentours à partir de 700, si vous êtes proche de la marche à franchir, n'ayez pas peur de postuler. Le M1 sera en anglais et ce sera l'occasion pour vous de progresser. Donc, voilà, par rapport à ça, n'ayez pas d'autocensure par rapport à l'anglais sur le Master 1 et sur le score de langue. Et donc, on a aussi une question de Manon qui demande si une année d'études à l'étranger peut pallier Alors, effectivement, à ce score. Si vous avez passé une année complète d'études en langue anglaise à l'étranger, ça peut servir de justificatif pour un score de langue. Donc, à ce moment-là, dans la partie de Language Score, vous mettez votre certificat de scolarité attestant que vous avez lu et validé tous vos cours d'une année scolaire en anglais dans un pays étranger.
Voilà pour les documents obligatoires. Vous avez également une partie de documents optionnels. Donc, si vous avez eu plusieurs diplômes, c'est à cet endroit qu'il faut les rajouter. Votre contrat, si vous êtes, ou certificat de travail, si vous êtes en poste, des lettres de recommandation et un certificat de scolarité en plus, si vous le souhaitez. Pour les lettres de recommandation, généralement, c'est maximum 2, une académique, une professionnelle. Petite astuce technique, vous pouvez télécharger qu'une seule lettre de recommandation. Donc, je vous conseille de fusionner vos 2 lettres pour en faire un seul et même document. Comme ça, vous pouvez télécharger les 2 dans cette partie-là. Et c'est maximum 2, une professionnelle, une académique, ou l'une ou l'autre. Mais voilà, n'essayez pas de mettre 50 lettres de recommandation, ça ne marche pas. Et même quand on met 50 lettres de recommandation, c'est généralement suspect. Donc voilà, 2 maximum, et si vous en mettez 2, n'hésitez pas à fusionner le même document, comme ça vous pouvez la rentrer là-dedans. D'autres questions, Ludivine, par rapport à ça? Donc il y a une question qui revient souvent, c'est s'il y a un nombre de places limitées pour entrer en master. Alors, excusez-moi. Il y a, alors suivant les masters, le volume des promotions diffère. Donc pour ça, je vous invite suivant le master qui vous intéresse, à aller à vous inscrire au prochain webinar. Donc là, sur les 2 prochaines semaines, tous les webinaires que j'ai cités en préambule auront droit à leur présentation spécifique par le responsable du programme. Donc, il n'y a pas de place limitée, il n'y a pas de numerus clausus à proprement parler sur les programmes. Il y a cependant des tailles de promotion à peu près à avoir. Si je prends par exemple le International Sport Event Management, sur un public français, la taille de la promotion va tourner entre 20 et 30 personnes. Voilà, après, c'est vraiment vous, et c'est là où ça me permet de faire une transition par rapport à la suite, c'est vraiment vous qui allez faire la différence dans la candidature. Si on choisit de mettre un processus de sélection sur dossier plus entretien, c'est pour que vous puissiez faire la différence grâce à votre profil, votre personnalité, vos envies, votre parcours. C'est pas sur un concours qui peut être aléatoire et qui sanctionne bêtement et méchamment. Si on en prend 100, ben, le 101e, il n'est pas là. Alors que peut-être, en fait, dans les faits, le 101e était peut-être meilleur que le 55e. Et ça, en fait, on ne saura jamais parce que c'est un concours. Donc nous, sur les MSC, on est plutôt dans une optique différente. C'est vraiment savoir quelle personnalité, quel projet, qu'est-ce que vous souhaitez porter derrière tout ça. Donc, il n'y a pas de numerus clausus, il y a juste des tailles globales de promotion. D'autres questions avant de passer à la suite, Ludivine? Est-ce que les lettres de recommandation, donc elles ne sont pas obligatoires, mais elles seront valorisées? Alors oui, bien entendu, si vous les mettez et qu'elles sont pertinentes, oui, bien sûr, ce sera valorisé. Et ça me permet de un peu rebondir sur la suite, mais si vous avez par exemple une lettre de recommandation d'un de vos maîtres de stage, etc., ça peut être pour vous, dans l'optique de l'entretien, une perche que vous allez pouvoir tendre au jury en expliquant, voilà, s'il y a quelque chose qui se rapporte en termes de questions, dire voilà, comme vous avez pu voir dans mon dossier et sur la lettre de recommandation, j'ai fait ça. Donc ça peut être vraiment une opportunité et elles sont valorisées. On lit vos dossiers, donc si vous avez vu, les documents sont assez. Il n'y a pas 50 000 documents à fournir. Donc, c'est pour que c'est un dossier plutôt qualitatif, ceux que vous mettez, nous en prenions vraiment connaissance. Donc, oui, les lettres de recommandation sont vraiment valorisées. Du coup, je vais enchaîner avec la suite. Donc, là, vous arrivez à la fin du dossier. Donc là, vous allez télécharger tous vos documents. Les frais de candidature sont de 120 €. Et en fait, là, c'est le récapitulatif pour être sûr que vous ayez bien postulé sur le bon programme. Et en fait, pour finir, c'est un mode de paiement comme vous pouvez connaître sur tous les sites marchands. Quand vous achetez des chaussures, des habits sur n'importe quel site, c'est la même chose pour payer ces frais de dossier. Et à partir du moment où le paiement a été validé, vous êtes officiellement candidat et les équipes du service admission reçoivent votre dossier pour le traiter. Donc, on va passer à la deuxième partie. Alors, s'il y a peut-être des dernières questions, Ludivine, sur la partie pièces à fournir, non, pour l'instant, ça va. Donc, on va passer à la partie qui généralement vous intéresse le plus parce que c'est la partie que vous redoutez un petit peu dans
dans le dossier, c'est qu'est-ce que je peux répondre aux 4 questions qui me sont posées. Alors tout d'abord, la première question, c'était en anglais tout à l'heure, mais c'est pourquoi postuler à ce programme. Alors par rapport à ça, en fait, il faut que vous mettiez en avant une certaine chronologie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avant? Donc, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent au moment où vous remplissez le dossier de candidature. Qu'est-ce que vous savez de la formation et qu'est-ce qui va se passer après? Donc, voilà ce que je vous disais, c'est qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie sur la partie avant qui justifie le fait que je postule à ce programme. Par rapport à la formation, c'est qu'est-ce que je vais apprendre dans le programme qui va me faire progresser. Et après, c'est pourquoi faire. Donc ça peut être les 3 axes de réponse que vous allez pouvoir développer et analyser par rapport à établir une réponse à pourquoi postuler à ce programme. Donc sur la partie avant, en fait, c'est ces choses-là, mais avant de passer sur ça, de manière générale, sur la question que vont se poser les responsables de programme ou les professeurs que vous allez voir en entretien, c'est quel a été le parcours de la personne jusqu'à présent, que ce soit scolairement, professionnellement, sur la vie associative, même parfois personnelle. Qu'est-ce qu'elle me présente comme projet à sa sortie d'études, donc son projet professionnel dans les 5 prochaines années après le diplôme, et en quoi, en gros, la formation va être le chaînon manquant entre ce qu'elle a accompli jusqu'à présent et ce qu'elle veut faire après. Donc, c'est un petit peu ça le fil rouge de tout le processus de candidature. Donc là, même s'il y a des gens qui sont en reconversion et qui veulent changer complètement de domaine de compétences, ils doivent être en train de se dire « Ah mince, je ne vais pas pouvoir postuler ». Bien au contraire. Ce que vous avez fait avant, vous en avez tiré des leçons. Ces leçons, c'est de dire « Ah, en fait, ça m'a permis de m'épanouir un moment. Aujourd'hui, ça ne m'épanouit plus pour telle et telle raison. Donc, je souhaite me diriger vers ça parce que j'en connais ça. Et je pense que ça peut être beaucoup plus pertinent pour moi. Et pour accéder à ce nouveau domaine, j'ai besoin de passer par votre formation qui va m'apprendre ça et ça. Donc, même si votre avant est complètement différent, tout s'explique et tout était valorisable dans une candidature. Donc là, si je reprends un petit peu ce que j'ai mentionné dans la présentation, c'est qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant dans la partie qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent, donc votre cursus scolaire, vos implications associatives, vos savoir-être, vos savoir-faire, donc ça c'est tout ce qu'on appelle les soft skills, on va y revenir après, vos expériences professionnelles et la reconversion, je viens d'en parler, donc n'ayez pas d'autocensure par rapport à une reconversion. Si vous êtes, j'ai eu un étudiant cet après-midi qui m'a posé une question par mail, je suis en train de valider le DCG, donc c'est le diplôme des Bac+3 d'expertise comptable, je veux m'orienter vers le MSI Digital Marketing and Sales, est-ce que j'ai le profil? Ce à quoi j'ai répondu, là pour l'instant je ne sais pas, mais ce qu'il vous faudra mettre dans le dossier de candidature, c'est qu'est-ce que vous avez retiré de vos 3 années d'expertise comptable? Qu'est-ce que vous avez pu en tirer en termes par exemple de rigueur, de chiffres, de facilité, ce qui peut être utile dans l'analyse digitale sur la partie big data par exemple. Qu'est-ce que vous voulez faire comme métier derrière? Pourquoi l'expertise comptable à un moment donné ça ne vous convient plus et qu'est-ce que vous avez vu dans ce domaine du digital marketing qui pourrait vous intéresser et en quoi personnellement vous pensez avoir les compétences pour cela. Donc ça peut très bien se faire également. Donc voilà pour la partie avant. Pour la partie formation, si vous êtes là ce soir par rapport à cette aide à la candidature, c'est que normalement vous êtes renseigné sur les programmes, donc ça c'est très bien. Mais c'est savoir quels sont les axes dans le programme, ou en termes de cours, d'expérience professionnelle, d'entreprise, de réseau, etc., qui vont me faire progresser par rapport à ce dont j'ai besoin et ce dont je manquais avant. On en revient toujours à qu'est-ce qui manque avant et qu'est-ce que je viens chercher et développer en postulant à un programme. Et de plus, ça montre que vous êtes intéressé au programme, que vous savez ce qu'il y a dedans, que vous n'êtes pas là parce que vous avez vu de la lumière et que ça a l'air sympa. Donc voilà, c'est vraiment s'intéresser au programme, nous solliciter, on est vraiment les personnes qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions, on est là pour ça. Donc n'hésitez pas, donc, ce soir ou même par mail demain, nous appeler. Donc voilà, allez chercher toutes les informations concernant les programmes. Et je veux me dire, c'est valable pour Cage, mais c'est valable pour toutes les autres écoles dans lesquelles vous allez sûrement postuler. Et donc après, c'est la question relative au projet professionnel qui va suivre. Donc, est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à cette première question, du coup, pourquoi postuler au programme? Non, il n'y a pas de questions en lien avec ça. Donc, j'espère avoir été clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions ultérieurement.
Donc, on va passer à la deuxième question. Quel est votre projet professionnel? Alors, déjà, pas de stress. On ne vous demande pas d'être un médium. On ne va pas vous demander qu'est-ce que vous allez faire dans 3 ans, 10 jours, 5 heures et 2 minutes, dans quelle société vous serez, à quel poste, dans quelle ville, etc. Non, ce n'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande de définir des métiers cibles qui sont forcément en lien avec le programme, un ou des secteurs d'activité et potentiellement une zone géographique qui vous inspirerait et qui peut servir parfois de lien par rapport à des expériences passées pour justifier son projet professionnel. Donc par rapport à ça, en fait, c'est analyser, on en revient toujours à analyser son parcours, donc c'est la partie avant de pourquoi postuler à ce programme, se renseigner sur des fiches métiers. Aujourd'hui, vous avez des sites, les sites d'offres d'emploi généralement, donc l'APEC, qui est le site pour l'association pour l'emploi des cadres, qui est le plus gros site de cadres en France, et si vous sortez d'école de commerce, ça va être un site un peu référence pour vous, qui fait des fiches métiers. Donc n'hésitez pas en expliquant les missions, les compétences académiques, les compétences personnelles requises, etc. Donc ça peut vous intéresser. Monster, Onicep aussi font des fiches métiers. Baladez-vous sur LinkedIn, n'hésitez pas à les solliciter. Excusez-moi. Et à aller solliciter des gens qui sont de votre école, qui ont fait ces métiers-là, des gens que vous identifiez à Kedge en expliquant, voilà, bonjour, je souhaite postuler à Kedge dans le programme que vous avez fait, quel est votre métier, ça m'intéresse, je souhaite des informations pour mon dossier de candidature. Je ne dis pas que tout le monde vous répondra, mais il est fort possible que des gens vous répondent, et ça peut être déjà construire une première pierre à son réseau. Donc voilà, ça peut être sur les métiers. Si c'est flou pour vous encore aujourd'hui, servez-vous de ces ressources pour essayer de mieux comprendre les métiers auxquels destine chacun de nos masters dans chacun de leurs domaines. Et ensuite, la partie sur le projet professionnel, ça va être la partie savoir-être. Quelles compétences nécessitent différents types de métiers. Si vous êtes sur la finance et sur de la pure créa marketing, ça ne demande pas forcément le même type de personnalité. Donc ça, c'est ce qui va peut-être les soft skills sur la gestion de la pression, la créativité, l'empathie, le relationnel avec les gens. Donc voilà, est-ce que ce que vous considérez être aujourd'hui vous est en lien avec les métiers auxquels vous vous prédestinez. Le savoir-faire, comme c'est marqué dans la présentation, c'est en fait le contenu académique, les techniques liées au métier que nous allons vous permettre d'apprendre. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au projet professionnel? Non, c'est bon. Non, donc ça a l'air assez clair. Je vous dis, surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous en avez, on y répondra avec plaisir, donc que ce soit maintenant ou après. Donc j'enchaîne s'il n'y a pas de questions. On vous demande ensuite, la troisième question, c'est vos expériences professionnelles en lien avec la formation, avec le domaine. Je ne sais plus comment elle est formulée, mais c'est un petit peu l'idée. Donc l'idée, c'est comment valoriser une expérience professionnelle. Généralement, on peut valoriser une expérience professionnelle autour de 4 points. Des savoir-être, des compétences techniques, une vision du management et de l'entreprise, et également un réseau. Par exemple, je prends l'exemple d'un étudiant qui est diplômé aujourd'hui, qui m'a envoyé son CV, qui recherche un poste de manager. Et la première expérience professionnelle qu'il a mis sur son CV, c'est maître nageur sauveteur qu'il a fait cet été, parce qu'en fait, c'était le manager de tous les sauveteurs de sa plage. Et en fait, il met cette expérience dans le CV, même s'il recherche quelque chose dans le marketing, pour prouver justement ses aptitudes de management, de gestion d'équipe. Donc ça, c'est sur les savoir-être. Donc, même si l'expérience en prime abord n'a rien à voir avec les métiers que vous prédestinez ou la formation, il y a toujours des choses qui sont valorisables. Donc, on va parler des soft skills, la gestion de la pression, le relationnel. Vous avez, alors sur les jobs étudiants qui sont courants, équipier à McDo, si vous avez travaillé dans une banque au guichet pendant vos vacances d'été, par exemple sur le guichet, il faut avoir un bon relationnel client pour l'accueil des personnes, etc. Donc si vous êtes dans des services ou dans un master qui vous prédestine à avoir des liens et des contacts avec des gens, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant. La gestion de la pression, si vous êtes équipé McDo dans un gros McDo et que c'est le rush tous les week-ends, ça peut être quelque chose que vous pouvez mettre en avant. Alors après, attention, n'en faites pas des tonnes et n'expliquez pas que vous avez sauvé le monde à vous tout seul sur la gestion de la pression. Mais voilà, donnez ces petits éléments
qui peuvent vous permettre de montrer que vous avez déjà des soft skills. Dans vos métiers, dans vos stages, vous avez peut-être utilisé des choses qui sont des compétences techniques qui peuvent être en lien avec le programme ou des métiers derrière. Maîtrise de logiciels, connaissances spécifiques et académiques. Je ne sais pas, par exemple, vous avez fait un stage où vous avez vraiment utilisé Excel et fait des tableaux croisés dynamiques, des macros, des VBA, etc. Mettez-le et du coup, vous serez complètement tranquille quand vous mettrez maîtrise du pack Office, ce que tout le monde met dans son CV aujourd'hui. Mais vous allez avoir des moyens d'expliquer, oui, je sais maîtriser Excel, par exemple. Ou ça peut être des logiciels, d'autres types de logiciels, SketchUp ou autre. Par exemple, je pense à cela parce que c'était mon expérience personnelle à l'époque où j'étais étudiant. Donc ça, par exemple, si vous êtes en finance, vous avez travaillé en banque, si vous avez utilisé des ratios, etc., montrez que vous connaissez un petit peu déjà ça. Mais ça, c'est généralement la partie la plus facile pour valoriser vos expériences professionnelles. Un autre axe pour valoriser ces expériences professionnelles, c'est de prendre du recul sur son expérience et de se dire, OK, dans quel contexte j'étais? J'étais dans une petite entreprise, une grosse société. On était une grosse équipe, un gros département, un petit département, un management direct, etc. C'est se dire, suivant la situation dans laquelle j'étais, quel type de management j'avais. Est-ce que par rapport au maître de stage, mon manager, à la manière qu'il avait de me gérer, est-ce qu'il y a des choses qui sont plutôt pertinentes et que je reprendrai en mon compte par rapport à mon futur métier où j'aurai à m'occuper de personnes, ou est-ce qu'il y a des trucs au contraire, je ne veux surtout pas les reproduire parce que moi je sais que ça m'a braqué et que c'est pas ma vision de gérer une équipe par exemple. Donc voilà, prenez de la hauteur sur la vision du management et de l'entreprise et expliquez par rapport à ça cette expérience professionnelle, même s'il était dans un domaine complètement différent et qu'elle m'a pas trop appris en termes de compétences techniques ou de soft skills, mais au moins j'ai pu me rendre compte que vu le type de management que j'avais, c'est pas quelque chose que je voudrais mettre en place ou le contraire par rapport à ça. Donc ça peut être intéressant de mettre en avant ces choses-là. Et ensuite, derrière, c'est la dernière chose qu'on peut mettre, c'est un réseau. Qui est-ce que j'ai rencontré? Avec qui je suis encore en contact? Est-ce que ces personnes-là pourront me servir et est-ce que je pourrais m'appuyer sur elles potentiellement dans une recherche de stage ou de premier emploi? Ou même derrière, je suis dans une entreprise, ça pourrait être potentiellement un futur fournisseur ou un futur client. Donc voilà, qui ai-je rencontré? N'hésitez pas à garder contact avec les personnes. LinkedIn, j'y reviens, c'est aujourd'hui la première pierre angulaire du réseau. Donc voilà, n'hésitez pas à créer à mettre à jour votre profil, à l'expliciter, à rajouter les gens avec qui vous avez travaillé et peut-être qu'un jour, ces gens-là, vous serez amené à les recroiser, ça peut être intéressant. Et par rapport à une candidature, le réseau, ça peut être intéressant de dire, voilà, j'ai déjà travaillé dans le digital marketing, par exemple. Je sais que, par exemple, si je cherche un stage ou un emploi, telle ou telle personne serait peut-être ravie de m'accueillir ou pourrait me mettre en contact avec quelqu'un d'autre. Donc ça peut être un atout que vous allez pouvoir peut-être mettre en avant dans votre candidature. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'expérience professionnelle? Alors, c'est une question d'Agathe qui demande si une expérience associative ou humanitaire, mais qui lui a appris professionnellement, peut être valorisée. Oui, tout à fait. C'est une très bonne question, Agathe. Donc, qu'est-ce qu'on appelle par expérience professionnelle? Expérience professionnelle, il n'y a pas forcément marqué CDID, CDI, stage ou autre, en fait. C'est de confronter au monde de l'entreprise ou même à autre chose sur l'humanitaire. Ça peut être quelque chose que vous pouvez mettre en avant. Donc, oui, si c'est péri-professionnel, on va dire, n'hésitez pas à le mettre en avant et surtout si c'est votre expérience la plus marquante, c'est ce qui peut vous permettre de faire la différence et de montrer tout le potentiel de votre profil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. Ok. Je vois une question de Zaché. Non, pour l'instant. Ok. Et la dernière question qui est honnêtement, je sais pour vous et d'expérience depuis que je m'occupe des masters, c'est sur celle-ci que j'ai le plus de questions. Sur le plan personnel, qu'attendez-vous de ce programme? Alors, c'est celle qui demande effectivement le plus de réflexion. Donc, comme vous voyez, je vous ai remis un petit peu ce que j'ai mis sur la première slide. Pourquoi postuler à ce programme, en fait? Ça va un petit peu reprendre tous ces aspects-là. Donc, je reviens, voilà. Sur le plan personnel, qu'attendez-vous de ce programme? Donc, pour ça, en fait, pour pouvoir répondre à cette question, il faut bien analyser son parcours jusqu'à présent
Donc, ça revient à ce que je disais, Agathe. Là où vous avez sur le parcours l'implication associative, ça peut être, je vous conseille de la mettre en avant, donc ça peut être également mis dans l'expérience professionnelle. Donc, par rapport à ça, vraiment bien analyser tout notre parcours, ce que ça a pu nous apporter jusqu'à présent. Bien se projeter derrière sur pourquoi faire, questions relatives au projet professionnel. Et en fait, cette question, ça va être vraiment pourquoi je veux venir faire cette formation et quels sont surtout mes manques. C'est-à-dire, on me demande un petit peu d'autocritique sur cette question, arriver à analyser vos manques pour savoir en fait qu'est-ce que la formation va vraiment pouvoir vous apporter. Tout le monde ne postule pas à la même formation pour les mêmes raisons. Et en fait, nous, ce qu'on cherche à identifier par là, c'est est-ce que la personne est capable de faire son autocritique et d'avoir conscience de ses points forts et ses points faibles. Donc les points forts, on les a vus en avant sur les projets pro, sur les expériences professionnelles. Et là, c'est OK, sur quoi elle a besoin de travailler. Donc par exemple sur des soft skills, sur des compétences techniques, sur du réseau, etc. Donc voilà, c'est vraiment quels seront vos axes en fait, c'est quels seront vos axes d'amélioration durant la formation et qu'est-ce qui pour vous est important de pouvoir acquérir grâce au programme. Donc voilà un petit peu les attendus de cette question par rapport à ça. Est-ce que du coup il y a des questions par rapport à cette partie Ludivine? Non. Peut-être pas encore, elles vont peut-être arriver. Donc justement, en fait, voilà, la présentation est terminée par rapport à ces questions et ces conseils pour vous aider à y répondre et y répondre de manière pertinente et constructive. Ça fait un peu plus de 45 minutes qu'on est ensemble. On va prendre un bon gros quart d'heure pour répondre à toutes vos questions. Donc, c'est le moment maintenant n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer vos questions. Comme je le précisais tout à l'heure en préambule, si jamais on n'a pas le temps de traiter vos questions ce soir, vous inquiétez pas, nous, on peut les récupérer derrière par mail et on y répondra demain directement. Donc, n'hésitez pas à nous abonder de questions. Si vous n'avez pas une réponse ce soir, vous l'aurez demain. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions qui arrivent, Ludivine. Alors si, c'est des questions un peu plus généralistes. Donc Orphée qui demande si les MSc sont reconnus au même titre que les masters de programme généralistes, on va dire, comme à la fac. D'accord. Sur les Master of Science, la reconnaissance, c'est une reconnaissance de la conférence des grandes écoles. Donc, par rapport à ça, seules les écoles membres de la conférence des grandes écoles sont habilitées à délivrer ces programmes-là. Par rapport à la fac, en fait, les Master of Science ne délivrent pas de grade de master. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous souhaitez faire un doctorat à la fac derrière, il faudra quand même passer par le Master 2 recherche. Mais objectivement, ce n'est pas le but des Master of Science. Le but des Master of Science, vous l'aurez bien compris, c'est d'intégrer le marché du travail et la spécialisation l'ultra-spécialisation et la reconnaissance de l'école vous permettent d'assurer de manière, si vous suivez tout, vous validez vos diplômes, vous utilisez les outils de l'école, normalement, votre insertion professionnelle. Si vous souhaitez avoir un grade de master, il faudra aller vers le programme grande école de Cage. Mais c'est deux types de diplômes qui sont complètement différents dans leur philosophie et dans leur construction. Mélissa demande si on a besoin d'un Taj-Maj. Alors, le Taj-Maj n'est pas demandé aucunement le Taj-Maj est demandé dans aucun dossier de candidature. Excusez-moi, par contre, si vous allez effectivement sur le programme grande école, on y revient, ce sera une épreuve du concours. Concernant la formation International Business, ouais. Est-ce possible de le faire en alternance? Non. Sur les programmes que je vous ai présentés ce soir, seuls 2 programmes sont en alternance. International Trade and Logistics et le Master spécialisé Innovation Santé. Pour toutes les questions relatives au programme, je vous invite à assister au webinaire qui seront dédiés pour l'International Business. Ce sera lundi prochain, lundi 26 à 18h30, donc sur le même format. Et je serai accompagné de M. Stéphane Ouvar, qui est le responsable du programme, donc pour vous présenter un petit peu la formation. Mais sachez que sur l'International Business, non, il n'y a pas d'alternance. D'autres questions?
Oui, Juliette qui est inquiète de ne pas avoir un niveau d'anglais suffisant pour pouvoir suivre les cours en première année. Alors, par rapport au niveau d'anglais sur le Master 1, il faut savoir que le Master 1 est une année de préparation. Donc, en fait, elle est là pour vous faire progresser et arriver au niveau requis pour suivre les cours du M2. Donc, par rapport à ça, si vous avez envie, Juliette, même si votre niveau est, enfin, si vous n'avez pas confiance en votre niveau, c'est surtout ça en fait, mais que vous avez envie, vous réussirez. En fait, le Master 1, si je peux me permettre cette image, c'est comme si vous êtes à la piscine, vous ne savez pas nager, on vous jette à l'eau. En fait, le Master 1, c'est un petit peu ça. Et le Master 1, c'est les brassards qu'on va vous mettre pour vous permettre de ne pas couler et d'arriver à naturellement, et puis au fil du temps, arriver à faire de la brasse, puis du crawl, et puis après, vous allez savoir nager. Puis au moment où vous savez nager, c'est l'arrivée en Master 2, et puis là, du coup, vous êtes complètement à l'aise dans l'eau, et puis vous serez du coup complètement à l'aise avec l'anglais. Donc voilà, le Master 1, c'est vraiment se jeter à l'eau pour prendre le taureau par les cornes et dire ok, maintenant j'ai tous mes cours en anglais, donc de toute façon, j'ai pas le choix. Et il n'y a pas de secret, une expression un peu ancienne, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est en pratiquant l'anglais. Alors là, ce ne sera pas à l'étranger, ce sera à Kedge. Vous allez avoir des études internationaux, tous les cours en anglais. Forcément, vous allez progresser. Donc, et c'est par ce biais-là, plutôt que de vous mettre 10 heures de cours d'anglais par semaine, on sait très bien que ça ne marche pas. Vous avez des cours d'anglais depuis la sixième, et moi le premier. Dans mon cursus scolaire, j'ai appris l'anglais le jour où je suis parti à l'étranger et où j'ai eu des cours en anglais. Et bien là, voilà, c'est l'occasion, ce Master 1, pour vous de progresser si jamais vous sentez que vous n'avez pas confiance en vos niveau. Parce que le niveau, en fait, vous avez quand même des bases, mais c'est juste que vous n'avez pas l'occasion de l'utiliser souvent. Voilà, Juliette, j'espère que je vous ai rassuré par rapport à votre niveau en anglais. D'autres questions, Ludivine? Mélissa qui demande la date limite d'inscription. Alors, très bonne question, Mélissa, sur la date limite d'inscription. Les dates limites d'inscription sont généralement fin juin. Sauf exception sur des programmes qui peuvent connaître un grand succès et des candidatures plus rapides qui peuvent fermer avant, mais généralement les programmes ferment fin juin. Après, si vous avez déjà votre projet, si vous savez ce que vous voulez faire, je vous conseille de ne pas attendre, vu que nous traitons les candidatures au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez posé votre dossier, il est traité sous une semaine, et ensuite il y a des sessions d'entretien régulièrement, et on vous donne la réponse 2 jours après l'entretien. Donc si par exemple vous déposez un dossier aujourd'hui, vous allez potentiellement avoir un entretien au mois de décembre, et dans tous les cas vous aurez votre réponse avant les vacances de Noël. Donc ça peut être quelque chose de voilà, c'est une fois que vous êtes admis ou admise, pour le coup, c'est fait. Voilà, c'est pas contrairement au concours où vous attendez la fin des résultats, etc. Là, vous avez la réponse directement, enfin au fil de l'eau plutôt. Donc Lisa qui demande un peu plus d'informations quant à l'entretien. Alors, sur l'entretien, les entretiens se feront majoritairement par Skype. Donc, logistiquement, vous n'avez pas besoin de vous rendre sur le campus. C'est des créneaux, les entretiens durent une demi-heure. Si vous êtes en Master 1, ils seront en français et en anglais. Si vous êtes en Master 2, ils seront généralement en anglais. Sauf pour l'innovation santé où ce sera en français, enfin suivant la langue du programme tout simplement. En fait, l'entretien sert à, défendre votre dossier et à expliquer pourquoi vous êtes là, quelle est votre vision du programme, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Voilà. L'entretien en fait sert de confirmation au dossier. C'est pour transformer l'essai. Par rapport à ça, les questions, ça va être pourquoi vous êtes. Ça va être un peu les mêmes questions que dans le dossier, mais là, on va vous permettre de voir un petit peu votre personnalité et qu'est-ce qui se cache derrière les lignes que vous avez écrites. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Il n'y a pas de questions pièges ou autres. Alors, pour certains programmes, donc ça dépend des programmes, vous allez peut-être recevoir une question la veille de l'entretien. Donc, c'est une question de préparation. Alors, tous les programmes ne le font pas. Certains le font. Donc, c'est une question, vous allez avoir le choix entre plusieurs questions et on vous demande de nous renvoyer une réponse avant l'entretien. Alors, c'est des questions généralement très ouvertes en lien avec le programme pour lequel vous postulez. Alors, c'est pas noté, mais ça permet au jury d'avoir votre point de vue sur la question que vous avez choisie et ça peut servir de base de discussion pendant l'entretien. Et
Elle demande du coup parce qu'elle postule pour un programme en anglais et elle demande si l'entretien sera du coup en anglais. Oui, tout à fait. Si vous postulez pour un programme en anglais directement sur Master 2, l'entretien sera en anglais. Est-ce que nous avons d'autres questions? Alors, le temps que d'autres questions arrivent, s'il y en a, je tenais à vous remercier d'être venu aussi présent et aussi attentif ce soir par rapport à ceci. Sachez que vous pourrez retrouver le replay de la conférence dès demain. Alors normalement, si je ne dis pas de bêtises, il vous sera envoyé automatiquement par mail. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc vous avez tout savoir normalement mes coordonnées donc à travers les différents mails que vous avez que je vous ai envoyés ou sinon sur l'adresse ms.msc et Ludivine vous répondra. N'hésitez pas à aller consulter l'agenda ou les mails pour connaître la date du webinar, du programme ou des programmes qui vous intéressent. Donc là, ce sera vraiment focus sur ces programmes-là avec, dans la majorité des cas, les responsables de programme. Donc, vous pourrez leur poser toutes les questions sur le contenu des cours, les tailles de promo, etc. Je serai également présent voilà, pour rappeler un petit peu les choses sur le dossier de candidature. Donc voilà, vous avez vu, c'est un format qui est assez interactif, qui peut vous permettre d'avoir des réponses rapidement et même d'avoir des réponses à des questions que vous ne vous posiez pas forcément encore. Est-ce qu'il y a du coup, Ludivine, d'autres questions? Ça fait une petite heure qu'on est ensemble. Si ce n'est pas le cas, on va clôturer. Dernière question pour Agathe, du coup. Qui nous demande des informations concernant les universités partenaires. Alors, il n'y a pas d'université partenaire sur les Master of Science. En fait, j'ai envie de dire, il n'y a plus. Effectivement, avant, donc, si vous êtes renseigné par le passé, il était possible de partir en université partenaire sur le deuxième semestre du Master 1. Étant donné que le Master 1 a évolué et que maintenant il est sur 2 semestres de cours et 100% en anglais, si vous souhaitez, vous allez avoir l'occasion de parler anglais. Vous allez en fait sur le Master 1, maintenant vous allez partir en stage à partir du mois d'avril. Donc si vous souhaitez partir à l'étranger, vous pourrez partir en stage à l'étranger. Mais voilà, dans la reconstruction du Master 1, où en fait là avant vous pouviez partir sur tout un semestre dans une université partenaire, là vous avez tout en anglais et un stage à faire. Donc pour les deux principaux arguments de faire une université partenaire, à savoir progresser en anglais et partir à l'étranger, en fait, l'anglais, vous allez l'avoir dans les cours et avec les étudiants internationaux qui seront dans vos classes. Et vous aurez toujours la possibilité de partir à l'étranger pour faire le stage de fin de Master 1. Donc, il n'y a plus d'université partenaire sur le Master 1 des Master of Science. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, dans tous les cas, s'il y en a auxquels on n'a pas encore répondu, on vous répondra par mail dès demain. Je vous remercie pour votre attention et puis au plaisir d'échanger avec vous de nouveau par mail ou par téléphone. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.